Ici Charles Tisser. Bienvenue à Découverte. Cette semaine, le Bitcoin. Cette crypto-monnaie fait rêver. Est-ce l'aube d'une révolution monétaire ou une arnaque? Le Bitcoin pourrait-il détrôner les monnaies conventionnelles? Les banques centrales sont interpellées par le phénomène. Nous examinons cette innovation technologique. Le Bitcoin, cette monnaie électronique, a fait rêver plusieurs. Il a rendu riche nombre d'investisseurs. Mais produire des bitcoins requiert d'importantes quantités d'énergie. Et le Québec, à cause de son électricité bon marché, se voit offrir l'opportunité de devenir une des capitales mondiales des crypto-monnaies. Découverte s'interroge sur les répercussions et le potentiel de cette innovation. Opération Séduction à l'Université McGill. Ces militants distribuent l'équivalent de 3 000 $ en bitcoin pour en faire la promotion. C'était en 2015. Ces bitcoins valent aujourd'hui 40 000 $. Ils proviennent des poches de Francis Pouliot. J'ai décidé de jouer le tout pour le tout dans Bitcoin il y a à peu près 4 ans. Donc, j'ai pas de compte de banque. J'ai une carte de crédit, mais je ne possède pas d'argent de monnaie fiduciaire. Il n'a aucun dollar canadien, que des bitcoins. Une monnaie numérique non pas émise par un État, mais par un réseau d'ordinateurs. Tous peuvent participer à ce réseau, personne ne peut le contrôler. Ce qu'on veut, c'est changer la manière dont les gens conçoivent l'argent. Moi, je pense que c'est un changement de culture et un changement de paradigme. Le Bitcoin a vu le jour il y a 10 ans par un document technique de 9 pages. Il est publié sur Internet par un inconnu. Son pseudonyme, Satoshi Nakamoto. Au départ, le Bitcoin n'est qu'une expérience entre quelques geeks, auxquels s'est joint Tadeusz Drejja. Au tout début, c'était quelques excentriques. Tout le monde était anonyme. Je n'utilisais pas mon nom. La première fois que j'ai regardé Bitcoin, j'ai pensé que ce serait complètement illégal. Vous faites une monnaie à partir de rien, de l'Internet? D'abord, on dirait une blague. Ensuite, attendez, ça pourrait vraiment fonctionner. 2 ans après la publication de ce document, Satoshi Nakamoto a disparu des forums. Son identité demeure un mystère. Mais le Bitcoin, lui, compte des millions d'utilisateurs. Il est devenu un phénomène mondial et il existe des milliers d'autres crypto-monnaies. Pour certains, c'est une expérience vouée à l'échec. Bitcoin has no unique value at all. It doesn't produce anything. It's a delusion, basically. Pour d'autres, c'est peut-être la naissance d'une nouvelle forme de monnaie. Le Bitcoin, c'était réellement une invention radicale. Donc ça chamboule toutes les représentations qu'on peut avoir de la monnaie et surtout de la monnaie bancaire. Le Bitcoin, c'est d'abord le rêve des cypherpunks. Un mouvement du début des années 90, des férus de cryptographie. Dès le début d'Internet, ils s'inquiètent du contrôle des données personnelles par les grandes compagnies et l'État. Ils entrevoient les dérives à venir. We face a number of important issues around privacy, safety, and democracy. La plupart sont aussi libertariens, en faveur d'une réduction radicale ou complète de l'État. Ils s'en méfient. Ils défendent la vie privée en construisant des logiciels qui cryptent la circulation des données. Bien employés, ces outils peuvent restituer beaucoup de pouvoir aux gens. Avec des données cryptées, aucun gouvernement au monde ne peut les décrypter. Elles sont protégées par les mathématiques. Peter Todd est l'un des programmeurs les plus influents de la communauté Bitcoin. Il cumule les fonctions de directeur scientifique dans diverses compagnies. Une décennie avant le Bitcoin, dès l'âge de 15 ans, il fréquentait les forums cypherpunk. Avec eux, il cherchait à créer une monnaie numérique, mais qui circulerait sans laisser de traces, comme de l'argent comptant. Pour garantir les libertés individuelles, les cypherpunks ont besoin d'une monnaie sur laquelle les banques et les États n'auraient aucune emprise.
ni sur sa valeur, ni sur sa circulation. Nous avons besoin de monnaies numériques décentralisées pour reprendre le pouvoir de ceux qui pourraient nous opprimer. Visa et Mastercard sont très inquiétants. Un petit nombre de personnes exercent un contrôle incroyable sur des économies entières. Lorsqu'on paie avec une carte de crédit, l'argent est retiré d'un compte et déposé dans un autre. Il faut jusqu'à 7 intermédiaires pour y parvenir, chacun pouvant prélever des frais et amasser sur nous des informations personnelles. Satoshi Nakamoto remplace les intermédiaires et les banques centrales par un réseau d'ordinateurs. N'importe qui peut y participer. Quand un utilisateur transfère des bitcoins à un autre, il diffuse simplement un message avec l'adresse de son compte, celui du destinataire et le montant. Le tout est anonyme. Et signe la transaction avec une clé cryptographique que lui seul possède. Le réseau authentifie la signature et s'assure de la disponibilité des fonds. Puis, la transaction est ajoutée à un grand registre commun. Il contient toutes les transactions depuis la création de Bitcoin. Il est daté et immuable, car il est distribué sur le réseau qui le sécurise et le maintient à jour. C'est ce que Satoshi Nakamoto appelle la chaîne de blocs. C'est la preuve de la chronologie de toutes les transactions. Elle est publique, tous peuvent en tout temps vérifier son intégrité. Pour la première fois de l'histoire, la monnaie circule instantanément, sans frontières, sans intermédiaire. Elle échappe à toute surveillance, à toute régulation. N'importe qui peut acheter ou vendre des bitcoins sur des sites d'échange, dans des guichets au dépanneur et même sur Kijiji. Les bitcoins sont acceptés dans des commerces, comme sur les marchés noirs. Dans ce nouveau monde, les fraudes se multiplient. Des milliards s'évaporent. Odile Lakomski-Laguerre est une spécialiste des théories de la monnaie et bancaire. Pour elle, le Bitcoin est une rupture radicale avec ce monde bancaire consolidé dans le dernier siècle. Ça amène à repenser évidemment la question centrale de la nature de la monnaie. En gros, dans l'histoire des monnaies, on aurait eu plusieurs étapes. La monnaie métallique qui est restée une très très longue période en fonctionnement. Ensuite, la monnaie bancaire. Et puis, le Bitcoin ou les crypto-monnaies de façon générale pourraient être les monnaies du futur. Satoshi Nakamoto a aussi laissé un logiciel, celui qui aujourd'hui régit les ordinateurs du réseau Bitcoin. Il a rendu le code de ce logiciel public, ouvert. Ce code est à présent entre les mains de quelques centaines de programmeurs passionnés, des anarchistes, des libertariens, des indignés, parfois anonymes, souvent bénévoles. Ils sont responsables de la sécurité du Bitcoin et de son développement. Ça m'importe peu si le Bitcoin remplace toutes les monnaies fiduciaires. D'autres personnes y tiennent. Nous pouvons quand même collaborer au succès du Bitcoin, même si nos objectifs diffèrent. Aucun de ces programmeurs, seul, n'a les moyens de modifier le code, le fonctionnement du Bitcoin. Si je travaille chez PayPal et que je veux modifier PayPal, tout ce que j'ai à faire, c'est de convaincre quelques collègues. Je peux faire des changements sur un coup de tête. Avec Bitcoin, c'est le contraire. Chaque modification à Bitcoin, aussi petite soit-elle, doit faire consensus pour être adoptée. C'est le fruit de longs débats en ligne. La grande partie de la discussion, que ce soit sur les changements de fonctionnalité dans Bitcoin qu'on veut faire, les standards qu'on veut mettre en place pour l'économie, la revue de pairs, tout ça, ça se fait sur les médias sociaux. En étant décentralisé, Bitcoin se construit pour résister contre les États. Il reste encore beaucoup d'éléments vulnérables en cas d'attaque à grande échelle. Ceci dit, c'est assez difficile de l'attaquer. Bitcoin est assez sécuritaire. À ce jour, personne n'a encore réussi à déjouer les mesures de sécurité de Bitcoin. Le réseau gère près de 100 milliards de dollars en capitalisation. Mais c'est peu en comparaison avec la capitalisation de l'or ou de l'ensemble de la masse monétaire. Tout
l'argent de Francis Pouliot est sur ce micro-ordinateur. Il lui sert de coffre-fort. Aucune banque ne le protège en cas d'oubli de mot de passe ou de fraude. C'est un sentiment de liberté assez phénoménal qu'on a de savoir que en aucun cas, en aucune circonstance, est-ce que quelqu'un peut m'empêcher d'avoir accès à mon argent sans mon consentement. C'est bon de repartir avec le full monde. Francis Pouliot a fondé une entreprise qui construit des logiciels pour accroître l'utilisation du Bitcoin, comme ce site qui permet de payer ses factures en Bitcoin, taxes, impôts, comptes d'électricité. Les employés ici sont rémunérés en Bitcoin et travaillent à réaliser les idéaux cypherpunk. Les Bitcoins, c'est considéré par la plupart de ses participants comme notre dernière chance. Notre dernière chance d'avoir un système monétaire et financier qui soit alternatif à celui des banques centrales et alternatif à celui des réseaux centralisés d'Internet. Durant la majeure partie de l'histoire, la confiance envers les monnaies a été garantie par les puissances et les États. On a confiance dans la monnaie parce que on sait que même si le système bancaire est en difficulté, les États sont quand même derrière pour assurer la pérennité des systèmes de paiement. On l'a vu à l'occasion des différentes crises et notamment de la dernière crise de 2008. Or, pour le Bitcoin, il n'y a aucun filet. Un bug informatique, une perte de foi des utilisateurs, n'importe quoi pourrait réduire le Bitcoin à une simple succession de 1 et de 0. L'unité Bitcoin dans le réseau ne vaut absolument rien à moins que je la valorise. Quand tu choisis de mettre ta richesse en Bitcoin, tu fais un pari. Et tu fais un pari que les autres vont aussi spontanément décider de mettre leur argent dans Bitcoin. Pour bâtir cette confiance, ce qu'il propose, c'est de conférer numériquement au Bitcoin certaines des propriétés de l'or. Le Bitcoin aspire à devenir l'or numérique, l'or du nouveau millénaire. Après la pause, le Québec devient l'Eldorado des crypto-monnaies. Ces milliers de processeurs sont en train d'authentifier les transactions de Bitcoin, jour et nuit, sans arrêt. Ce sont eux qui remplacent les banques et maintiennent le grand registre de transactions. C'est ce qu'on appelle une mine de crypto-monnaies. Car pour ce travail, les propriétaires de ces processeurs sont payés. Ils reçoivent des bitcoins créés par le logiciel. Cette mine peut rapporter 55 000 $ par jour. Toutes les sociétés ont convergé spontanément vers les monnaies qui étaient les plus difficiles à produire, c'est-à-dire les métaux précieux comme l'or et l'argent. La raison pour laquelle les gens vont avoir confiance en Bitcoin, c'est la même raison pour laquelle ils vont avoir confiance dans des monnaies comme l'or. La rareté du Bitcoin est déterminée par son logiciel. Il fixe le rythme auquel les Bitcoins sont créés. Et plus le temps avance, plus difficile il sera d'en miner. À Dijon, Ludovic Desmet est un expert de l'évolution des techniques et théories monétaires. Dans le projet des crypto-monnaies, il y a un alliage assez étonnant entre la technique la plus aboutie, digitalisée, etc., et certains archaïsmes. On invoque chez les supporters de ces techniques la bonne vieille pelle et la pioche du mineur qui va au fond de sa galerie pour extraire quelque chose qui est naturel et qui n'est pas pollué par ni les banques, encore une fois, ni l'État. L'essor des crypto-monnaies provoque le boom mondial d'une nouvelle industrie. Au Québec, l'entreprise Bitfarms est devenue un des poids lourds du minage de crypto-monnaies en moins d'1 an, grâce au flair de Pierre-Luc Quimper. Nous, on avait la chance d'être un des premiers au Québec à s'installer, donc c'est pour ça qu'on a pris l'avantage qu'on pouvait. On a sécurisé toute l'énergie qu'on pouvait pour notre expansion dans les prochaines années. La matière première de ces mines, c'est l'énergie. C'est elle qui garantit l'intégrité du registre à la place des banques. Ce que le Bitcoin a fait, c'est de contourner toutes ces banques en liant les données à de l'énergie, au lieu d'avoir une personne qui cautionne le registre.
Parce que de l'énergie, ça se mesure. On peut prouver mathématiquement que de l'énergie a été consommée pour valider une donnée. Avec Bitcoin, on a décidé que l'état du registre accepté, c'est celui pour lequel le plus d'énergie a été consommée. Tous ces processeurs sont engagés dans une compétition mondiale. Toutes les 10 minutes, un nouveau bloc de transaction est en jeu. Les processeurs s'affrontent pour résoudre une énigme mathématique conçue pour les faire calculer, pour brûler de l'énergie. Le premier à la résoudre obtient le droit d'ajouter les transactions au registre et remporte les bitcoins minés. Comme aucun des participants ne peut résoudre à tout coup ce problème, personne ne peut prendre le contrôle du registre. Il faut comprendre que le minage, c'est l'activité la plus concurrentielle sur la planète. Et chaque avantage que tu peux avoir sur les autres mineurs va se traduire directement en plus de profitabilité. Dans les premières années, n'importe qui pouvait participer au réseau. Il suffisait pour cela d'un ordinateur personnel. Puis, pour soutenir la compétition, les mines sont devenues plus grosses et les processeurs ultra spécialisés. L'économiste néerlandais Alex de Vries est un des premiers à s'être penché sur la consommation énergétique du Bitcoin. Je voulais sensibiliser les gens à cette situation. Je pense que c'est important. Nous utilisons beaucoup d'énergie par transaction. Et les utilisateurs moyens de Bitcoin ne verront jamais ce qui se passe en coulisses. Une transaction demande au moins autant d'énergie que la consommation quotidienne de 14 maisons nord-américaines. Tout le réseau Bitcoin consomme au minimum 42 TWh par année. Plus de 5 fois la consommation de Google. En ce moment, ça n'a aucun sens d'ajouter à ce monde une dépense d'0,5% de la consommation mondiale d'électricité. Car si l'usage du Bitcoin augmente, cette consommation aussi. C'est la mauvaise voie. Beaucoup de ces mineurs étaient en Chine, attirés par les bas prix de l'électricité. Mais en 2017, le gouvernement chinois leur a fermé ses portes, invoquant les risques financiers potentiels et la demande énergétique excessive. Au même moment, la valeur du Bitcoin culmine à plus de 25 000 $. Tout le monde veut miner des Bitcoins et cherche davantage d'énergie. Le Québec devient l'Eldorado des crypto-monnaies. Ce qui attire les mineurs, c'est le tarif de l'électricité, parmi les plus bas du monde, un climat froid qui réduit les dépenses de climatisation et surtout d'importants surplus énergétiques récurrents. Au début, on avait quelques dizaines de demandes. En quelques mois, on a atteint plus de 300 entreprises qui nous ont contactés pour opérer au Québec. On n'a jamais vu une seule industrie arriver aussi rapidement avec une demande aussi massive. C'est vraiment sans précédent dans l'histoire d'Hydro-Québec. Ces demandes totalisent 18 000 mégawatts en puissance. L'ensemble du réseau d'Hydro-Québec peut fournir 37 000 mégawatts. Des barrages et centrales bâtis en un siècle. C'est impossible pour nous de dire qu'on va brancher tous les joueurs du marché du Bitcoin mondial ou des autres crypto-monnaies également au Québec. C'est assez impressionnant quand même, juste... Les municipalités aussi ont été submergées par les demandes. À Farnham, une seule mine accapare une part importante de l'approvisionnement électrique. On parle de 10 MW seulement pour l'entreprise ici, ce qui est énorme, sur 18 MW à Farnham. Donc, c'est une entreprise qui se veut une entreprise un peu du futur, si on peut dire. Et moi, qui est environnementaliste, je trouve que c'est un recul au niveau de la dépense énergétique. En un an, 5 mines de crypto-monnaies se sont installées dans la région. Il est interdit d'implanter un nouveau centre de traitement de... La MRC de Brome-Missisquoi a choisi de suspendre l'accueil de nouvelles installations. Il y a des endroits que ça va être doublé pour la recirculation. Mais pour Sherbrooke, c'est une occasion en or. Ici, dans l'ancienne usine de bâtons de hockey Sherwood, Bitfarms développe d'immenses mines, 10 fois la taille de celle de Farnham. Un revenu potentiel pour la municipalité de 40 millions de dollars par année. C'est vraiment un gros projet qui s'en vient ici à Sherbrooke. Elle va se positionner en tant qu'un des leaders mondiaux, c'est sûr. Pour Hydro-Québec aussi,
c'est la possibilité de convertir l'eau en argent. Même s'il y a lieu de penser qu'une part des demandes ne sont pas sérieuses, les demandes surpassent de beaucoup la puissance disponible. En mars 2018, le gouvernement du Québec impose un moratoire sur l'industrie. Tous les nouveaux projets de la province sont en suspens. On veut garder de la capacité pour le développement économique au Québec pour d'autres industries. Ça ne serait pas responsable de notre part de le donner à une seule industrie. Les villes de Matane, Thetford Mines et Baie-Comeau sont en attente. Elles ont des occasions de faire revivre des bâtiments abandonnés par les industries passées et elles craignent de les manquer. Les opportunités pour Baie-Comeau, c'est majeur. Pourquoi pas maximiser les installations? Pourquoi pas créer des emplois dans un territoire qui en a grand besoin, une ville qui se dévitalise depuis plusieurs années, puis relancer l'économie de la Côte-Nord? Mais depuis le moratoire, la situation change. Le cours du Bitcoin est en chute libre. Au point où presque partout au monde, le coût en électricité pour miner un Bitcoin dépasse sa valeur. Les mines ferment massivement. Cette volatilité est la conséquence d'avoir une monnaie entièrement soumise aux demandes du marché, sans banque centrale pour ajuster la quantité de monnaie en circulation. Quand tu as une offre qui croît de manière aveugle, selon un programme informatique, versus une demande qui va fluctuer à raison de multitude de facteurs, dont des facteurs même socio-économiques, ben, tu vas avoir des problèmes de volatilité pour ta monnaie. Hendrix Vachon a déjà été désigné meilleur prévisionniste du marché des monnaies selon l'agence Bloomberg. Mais lorsqu'on l'interroge sur l'avenir du Bitcoin, il est sans réponse. Il s'agit que tout le monde parle de Bitcoin, puis ça pourrait être assez pour donner un élan pour qu'il y en ait qui en achètent, versus si on a peur tout le monde, puis qu'on dit « le Bitcoin a perdu beaucoup depuis le début de l'année », ou il y a eu de la fraude, il y a telle personne qui a perdu de l'argent. Bien là, les gens s'en débarrassent, puis la valeur s'écroule. Puis c'est pas appuyé sur des notions économiques, là, rien. C'est une question de feeling, là. Tant que la valeur du Bitcoin varie de jour en jour, il est condamné à être un objet de spéculation, estiment plusieurs économistes. Je ne pense pas qu'on puisse bâtir un système de paiement qui inclurait des millions de personnes sans gestion de cette offre de monnaie. C'est-à-dire que, et c'est ça, il me semble, une des grandes leçons de l'histoire monétaire, il a fallu à un moment donné qu'on mette quelqu'un aux commandes du système. L'espoir est que, comme pour l'or, la valeur du Bitcoin se stabilise avec le temps. Mais pour plusieurs, le Bitcoin n'est qu'un début. Une première ébauche de la crypto-monnaie du futur. Après la pause, au-delà du Bitcoin, les promesses des chaînes de blocs. Octobre 2018. À la Régie de l'énergie, la salle est comble. À ses audiences, l'avenir du minage de crypto-monnaies au Québec est en jeu. Bien, c'est un peu notre futur au Québec. Ils vont décider un peu des prix qu'on va payer dans le futur. Donc, c'est un moment vraiment crucial pour nous. Hydro-Québec souhaite limiter la puissance attribuée au minage de crypto-monnaies et choisir les projets offrant les meilleures retombées pour le Québec. Une mesure sans précédent. Déjà, avec ce qu'on propose présentement, qui ferait que les cryptos auraient environ 670 mégawatts au total au Québec, ils deviendraient du jour au lendemain une des plus grosses industries en termes de consommation électrique au Québec. Bitfarms, représenté par Maître Pierre-Olivier Charlebois. Cette limitation suscite grogne et inquiétude. Sont réunis ici des élus, des entrepreneurs, des propriétaires de barrages. Ils souhaitent débloquer davantage d'énergie au plus bas prix possible. Ils font valoir qu'au-delà des crypto-monnaies, l'innovation technologique derrière le Bitcoin, les chaînes de blocs sont prometteuses et que le Québec doit se positionner rapidement comme un leader dans le domaine. Grâce aux tarifs actuels, c'est grâce à ça qu'on va pouvoir investir en R&D, en recherche et en développement, puis innover pour pouvoir se démarquer, là, pour pouvoir avoir des applications concrètes de la blockchain. Est-ce que la technologie qui est derrière les crypto-monnaies va révolutionner nos vies? Car pour plusieurs, la chaîne de blocs est une révolution. Et elle laisse présager un nouveau monde où on pourrait s'auto-organiser
Ces promesses sont immenses. That will fundamentally change how we exchange value. Pour toutes les industries. We are entering a new era. Ce serait le prochain Internet. Une fièvre dont les origines sont canadiennes. Le Torontois Vitalik Buterin, à 19 ans, crée l'Ethereum. Sa chaîne de blocs, plus flexible, enregistre la trace de n'importe quel type de données. L'engouement est immédiat. La chaîne de blocs serait le moyen de garantir des données fiables. Elle garde la trace de ceux qui les modifient et de ceux qui y accèdent. Elle pourrait court-circuiter les intermédiaires, comme les notaires, services d'audit ou courtiers. Elle pourrait sécuriser des données personnelles, médicales, gouvernementales ou issues d'objets intelligents. Un exemple, le port de Montréal, la porte d'entrée de la marchandise de l'Est du Canada. On teste ici un des projets de chaîne de blocs les plus aboutis au monde, mené par deux géants, IBM et Maersk. Un projet pilote réunissant 90 organisations, des ports internationaux et des autorités douanières, dont celle du Canada. La plateforme numérique TradeLens va enregistrer tous les jalons et les événements du parcours du conteneur, dont tous les événements qui ont lieu ici sur le terminal. Toute modification de l'information du conteneur, son poids, son emplacement, son contenu, est datée et signée par une clé numérique secrète détenue par les participants. Pour une seule transaction conteneur, il peut y avoir jusqu'à 15 documents qui sont nécessaires et j'envoie mes documents de facturation, de lettres de crédit, etc., de dédouanement à un destinataire qui est déjà prévu et qui a une clé. Donc, on sait avec confiance où nos documents vont aller. La chaîne de blocs certifie l'histoire de chaque conteneur, ce qui pourrait aussi simplifier le dédouanement. Toute cette information-là que vous voyez, le fil déroulant du parcours du conteneur, tout est encrypté dans la blockchain. Alors, c'est une information qui est officielle et irréfutable. La majorité des grandes entreprises expérimentent la chaîne de blocs, mais les projets sont encore à l'état de prototype et les gains à démontrer. Selon une récente enquête, 90% de ces essais n'aboutiront pas. Kai Wenzhang se consacre au développement des chaînes de blocs. Il faut donc modérer nos attentes. Et pour nous, en tant que chercheurs, ce qui est important, c'est vraiment faire l'analyse rigoureuse, vraiment comprendre spécifiquement dans quel cas d'utilisation, quelle est vraiment la portée de la technologie elle-même. Aussi, la plupart de ces nouvelles chaînes de blocs seraient maintenues non pas par un réseau public ouvert à tous comme pour le Bitcoin, mais par des réseaux restreints de participants connus. Elles ne nécessiteraient donc pas forcément beaucoup d'énergie. Donc, on parle beaucoup de la blockchain, de qu'est-ce qu'on va être en mesure de faire avec ça, comment ça pourra révolutionner un certain nombre d'industries. La blockchain comme telle, aujourd'hui, la demande, c'est majoritairement, à plus de 90 % le minage de crypto-monnaies. Pour le moment, la principale application des chaînes de blocs, ce sont les crypto-monnaies. Au Salon de la crypto à Montréal, se réunissent les passionnés et les nouveaux joueurs de cette industrie naissante. N'importe qui peut, à présent, en quelques instants, créer une crypto-monnaie et la vendre. Il en existe des milliers. Elles font l'objet d'une spéculation grisante. Difficile de discerner les projets sérieux des arnaques. Et les encadrements réglementaires sont faibles. Le site Deadcoins recense à ce jour près de 1000 crypto-monnaies disparues. Mais plusieurs de ces nouvelles monnaies proposent de réelles innovations. Une forme de recherche pour créer des crypto-monnaies plus efficaces et plus rapides que le Bitcoin. Ce qui se passe en ce moment, c'est que les gens construisent de nouvelles crypto-monnaies afin d'expérimenter de nouvelles idées. C'est très excitant. Elles compétitionnent les unes contre les autres et on va découvrir lesquelles l'emporteront. Neha Narula
est la directrice du Digital Currency Initiative au MIT à Boston. Ce laboratoire est dédié au développement des crypto-monnaies. Il embauche des programmeurs Bitcoin qui côtoient des législateurs et chercheurs issus des banques centrales. Nous tentons de répondre à des questions de nature fondamentale. Comment rendre cette technologie accessible aux prochains milliards de personnes? Et il reste tellement de défis à surmonter, par exemple, autour de la mise à l'échelle de cette technologie. Pour le Bitcoin, le nombre de transactions se limite à 7 par seconde, bien inférieur aux 40 000 transactions que peut supporter Visa. Cette limite est un des plus grands défis des crypto-monnaies. Pour le Bitcoin, nous ne savons pas comment le rendre utilisable pour toutes les personnes sur Terre. Nous y travaillons, mais nous n'en sommes pas encore là. Certaines de ces crypto-monnaies ont été créées dans le but d'augmenter cette limite. D'autres tentent de réduire la volatilité du Bitcoin. Certaines essayent de réduire la consommation énergétique. Ça existe depuis 10 ans et je ne crois pas que nous le comprenons fondamentalement. Nous n'avons pas de modèle formel pour réfléchir à ce qu'est une crypto-monnaie, comment la sécuriser, quelles propriétés lui conférer, comment réfléchir aux incitatifs à participer à une crypto-monnaie. Alors, dans le monde universitaire, nous retournons à ces questions de base. Je crois qu'il y aura de plus en plus de crypto-monnaies et qu'il y aura davantage d'expérimentation. Les résultats des audiences sont attendus sous peu. Le Québec est appelé à être un producteur majeur de ces crypto-monnaies et ainsi participer, peut-être, au début d'une nouvelle compétition monétaire mondiale. Après la pause, crypto-monnaie et banque. La pression monte. How do you trade with Bitcoin in Africa? We have the answers. Même s'il est encore marginal, l'usage du Bitcoin est en augmentation dans les pays où l'inflation est chronique. Certains pays africains, de même que l'Iran, l'Argentine, le Chili, la Colombie. Au Venezuela, l'inflation a atteint 1 million de % en 2018. La valeur du bolivar fond à grande vitesse. La population est appauvrie, désespérée. Il est difficile et cher de mettre la main sur de l'argent américain. Pour plusieurs, le Bitcoin est devenu le moyen de protéger leurs épargnes de l'hyperinflation. Il a permis à la famille Di Bartolomeo d'épargner, de quitter le Venezuela et de refaire leur vie. Quand j'ai commencé à voir que Bitcoin offrait un chemin vers la liberté, j'ai tout arrêté pour me consacrer au minage. Dani, ¿qué más? Mira, Mauricio habite à présent à Toronto, ses frères et ses parents à Madrid. Peut-être que le Bitcoin n'est pas parfait et qu'il ne peut pas remplacer une devise acceptée par votre gouvernement, mais il protège votre richesse. C'est une bouée de sauvetage. C'est un des seuls moyens d'économiser. La famille mine à présent au Québec, dans l'est de Montréal. Les bitcoins produits ici servent entre autres à Mario, qui les revend dans des machines distributrices en Espagne. La plupart de mes clients sont des clients de pays latins qui souhaitent renvoyer de l'argent dans leur pays d'origine. Le gouvernement ne peut pas empêcher ces paiements. Ils le recevront tout de suite, sans tierce partie. Le Bitcoin sert aussi à échapper aux mesures punitives du gouvernement russe, à la surveillance du contrôle monétaire en Chine, à ceux qui ne font pas confiance à leur gouvernement autoritaire. Les crypto-monnaies transforment aussi le monde criminel. Dans les ordinateurs, une nouvelle forme de virus informatique prend en otage les données. En échange, des hackers demandent des bitcoins. Au Canada, ils ont paralysé des entreprises, des hôpitaux, des villes. Mourad Debabi est un expert en cybercriminalité.
Son laboratoire traque les logiciels malveillants depuis plus d'une décennie et développe des outils pour retracer les malfaiteurs. Vu qu'elle procure un certain niveau d'anonymat supérieur aux voies traditionnelles, j'imagine qu'il y aura une croissance à cet égard de l'utilisation des crypto-monnaies dans des activités de cybercriminalité ou des activités illicites, crimes organisés et autres types d'activités. Les crypto-monnaies ont permis l'apparition de marchés noirs en ligne d'importance. Des groupes terroristes ont tenté des campagnes de financement en Bitcoin. Selon les études, la proportion de Bitcoin employée à des fins illégales varie. Certaines la chiffrent à 1 % et d'autres à 44 %. Le 1 % c'était une borne inférieure, le 44 était une borne supérieure, donc la vérité elle est entre les deux. Je dirais peut-être de l'ordre de 20 %. Pour le monde bancaire, les crypto-monnaies ne représentent pas encore une menace d'importance, mais la pression se fait sentir. La directrice du Fonds monétaire international, Christine Lagarde, alerte les banques centrales. Why might citizens hold virtual currencies rather than those physical dollars, physical euros or physical sterlings? Because it may one day be easier and safer than obtaining paper bills, especially in remote regions. So in many ways, virtual currencies might just give existing currencies and monetary policy a run for their money. À Ottawa, à la Banque centrale du Canada, des économistes et des chercheurs surveillent les crypto-monnaies. Ils étudient leur potentiel et leur utilisation au pays sous la supervision de la première sous-gouverneure, Caroline Wilkins. Si jamais beaucoup de monde utilisait le Bitcoin et pas le dollar canadien, on aurait un problème comme une banque centrale à avoir une politique monétaire domestique qu'on pourrait contrôler. Et ce serait un problème. La Banque centrale expérimente avec les technologies du Bitcoin afin de tenter de faciliter les paiements interbancaires et sur les marchés boursiers. Depuis 10 ans, on surveille le Bitcoin et l'argent numérique. Ils sont assez intéressants car ils ont le potentiel de réinventer fondamentalement la façon dont l'argent circule dans ce pays. La Banque du Canada a été une pionnière. La majorité des grandes banques centrales ont ensuite emboîté le pas. L'invention a démarré quelque chose qui va mener à un changement dans le système. On va encore avoir certains intermédiaires, c'est sûr, et probablement des banques, mais les joueurs, les participants vont changer et j'espère que ça va mener à des changements de plus d'efficacité. Pendant ce temps, les défenseurs des crypto-monnaies bâtissent ce nouveau monde monétaire et construisent des services, des applications. Mais, à certains égards, ce système parallèle ressemble de plus en plus au vieux monde bancaire. Je suis assez persuadée que l'écosystème Bitcoin finira par recréer des intermédiaires ou des formes de centralisation. Quelques sites contrôlent la majorité des échanges de crypto-monnaies. D'autres permettent d'héberger les crypto-monnaies et font des prêts, comme des banques. Regardez à quel point la plupart d'entre eux sont distribués. C'est presque le contraire de la vision originale du Bitcoin. Par exemple, 3 ou 4 entreprises de minage contrôlent à peu près tout le réseau. Alors en quoi est-ce différent que d'avoir 3 ou 4 banques qui contrôlent un réseau? C'est presque identique. C'est certainement un combat avec de forces inégales, mais ce qui rend Bitcoin différent des banques, c'est que les participants dans Bitcoin ont non seulement un intérêt monétaire dans le système financier, mais aussi un intérêt idéologique et une passion. Donc, au fur et à mesure que le temps avance, selon la mentalité des Bitcoiners, il ne peut y avoir qu'un gagnant dans cette guerre de monnaie. Et le gagnant, ça va être la monnaie la plus robuste, la monnaie la plus résistante au choc, et ça va être Bitcoin. Moi, personnellement, je serais content si Bitcoin n'est jamais adopté à grande échelle. Je ne veux pas vivre dans un monde où tous les gens doivent utiliser Bitcoin, car cela signifierait que beaucoup de choses auraient échoué dans le monde. De la même manière que je ne veux pas vivre où il est essentiel de cacher son identité.
the public. Ça peut très bien péricliter, ça peut très bien être réfréné par les États qui voient une menace essentielle sur le système bancaire. Mais ça peut prendre évidemment un siècle. Ça peut aussi devenir la monnaie du futur. Voilà. Mais c'est trop tôt pour le dire. En attendant, les deux mondes coexistent. Et le fait que 9 pages balancées sur Internet de manière anonyme révolutionnent quand même un morceau de la finance et des systèmes de paiement montre bien que ce sont des créations humaines et qu'elles sont constamment réaménagées, amendées, améliorées et que c'est en perpétuelle évolution. Il y a des expériences qui réussissent, il y en a qui échouent, il y a des retours en arrière, mais tout ça c'est fragile. Et donc l'avenir n'est pas tracé. À long terme, les crypto-monnaies nous interrogent tous. Que choisir? Le vieux monde monétaire ou le nouveau? Choisir des entités communes et des banques centrales ou renoncer à faire confiance à des institutions qui se sont souvent trompées et qui ont souvent trahi le public? Les libertés individuelles absolues ou le bien commun? Les crypto-monnaies nous posent encore une fois ces grandes questions universelles. Après la pause, le vélo équitable. Un aperçu. La semaine prochaine, le vélo équitable. Dans la métropole, un trajet à bicyclette peut se transformer en parcours du combattant. En selle dans la circulation, les cyclistes s'exposent à la pollution, au bruit, au danger. Face à ces périls, ils sont plus vulnérables que les automobilistes. Comment réduire l'impact sur les cyclistes de ces nuisances auxquelles ils contribuent eux-mêmes peu, voire pas du tout? Le vélo équitable. Dimanche prochain, à Découverte. Pour suivre l'actualité scientifique à Radio-Canada, d'autres rendez-vous. Le dimanche, à la radio, les années-lumière. Sur le web, la Zone Science et les pages Facebook de Radio-Canada Science et de Découverte. Merci d'avoir été là. À la semaine prochaine.